Alors, ingénierie de la concertation, parce que la concertation, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est une vraie construction et c'est quelque chose qui s'organise. Oui, tout à fait, effectivement. C'est une des choses à laquelle on attache le moins d'importance quand on met en place des dispositifs de démocratie participative, et que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale. En fait, on considère qu'il suffit qu'on mette face à face des citoyens et des élus, ou que l'on mette ensemble des citoyens pour que se construise finalement une confiance, pour qu'une délibération s'organise et pour que cela produise finalement des accords ou ce que Patrick Vivray appelle des désaccords féconds. Or, l'expérience montre qu'il faut énormément d'attention aux détails. Le diable est dans les détails. Il faut faire attention à la fois au cadre dans lequel on fait participer, on fait délibérer les citoyens. Il faut qu'on les mette dans un cadre sécurisant qui soit capable de produire de la confiance et d'un certain point de vue de la crédibilité pour le dispositif. Et en fait, quand j'ai créé ce master d'ingénierie de la concertation à la Sorbonne, c'était une question qui était absolument sous-traitée en France. Il faut des intermédiaires. Je vais prendre un exemple. Je fais partie là, depuis quelques mois, du conseil, du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur le climat qu'a mis en place le président de la République et qui va permettre à 150 citoyens tirés au sort de produire des mesures de nature législative que le gouvernement s'est engagé à faire passer sans filtre, selon le président Macron, au référendum ou sous forme de projet de loi devant le Parlement. Ça fait 2 mois qu'on travaille quasiment tous les jours à concevoir le dispositif de tirage au sort. En fait, c'est pas du tout simple finalement de faire un tirage au sort qui soit à la fois transparent et qui permette de produire une véritable représentativité, à prévoir aussi l'information qui va être donnée aux citoyens, à charge pour eux ensuite de définir les questions et les mesures qui les intéressent, mais au départ, il faut les former. Et en matière de démocratie participative, ce moment de formation ou d'information est absolument indispensable. Alors, sur ces histoires de design démocratique, sur ces histoires d'ingénierie de la concertation, la bonne nouvelle, c'est qu'on dispose aujourd'hui, vous avez entendu Cyril Lage notamment, d'outils extrêmement performants potentiellement. Qu'ils soient numériques, mais qu'ils soient aussi physiques. On sait comment produire de l'intelligence collective par la discussion. On a des tas de dispositifs qui ont fait leurs preuves. Mais simplement, il n'y a pas de volonté de les utiliser comme il serait nécessaire de les utiliser. Ce qui manque, c'est la volonté politique de faire de ces outils des instruments d'une véritable participation des citoyens au processus de décision. Et en fait, au-delà du design, il y a des questions de posture, d'éducation à la participation, d'éducation à la démocratie, qui concernent à la fois les citoyens. Je ne suis pas sûr que nos pédagogies à l'école préparent vraiment au travail coopératif, préparent vraiment donnent de la confiance aux citoyens. Mais je ne suis pas sûr non plus que nos élites aient les réflexes et finalement les qualités d'écoute, les qualités de dialogue, les qualités d'humilité qui font partie, me semble-t-il, des ingrédients indispensables d'une véritable démocratie. Donc design, mais aussi des conditions culturelles qui manquent singulièrement en France. Merci Loïc. Alors, puisqu'on parle de qualité d'écoute, je voudrais vous faire remarquer qu'on n'est pas dans une salle de classe, on est dans un amphi. Donc ceux qui sont tout au fond quand ils parlent, le son se répercute jusqu'ici et finalement on s'entend presque plus sur scène. Donc ayez la gentillesse, on en a pour une petite trentaine de minutes, par respect pour nos invités, de les écouter avec un tout petit peu plus d'attention. Merci pour eux. Florence Saint-Martin, je viens vers vous parce que Loïc Blondiot parlait à l'instant de la question de la transparence et de la confiance. Et pour les élus locaux, pour l'élu local que vous êtes et qui organise de la concertation, de la démocratie participative, cette question de confiance, elle est fondamentale.
Oui, Loïc a touché du doigt deux sujets qui pour nous sont essentiels. La confiance en est un. Le premier, c'est vraiment comment installer de la confiance dans un univers aujourd'hui où dès qu'on est un tout petit peu estampillé institutionnel, on est une ville, on est une communauté urbaine, voire même un universitaire, on peut être considéré comme suspect. Là, pour être impliqué et concerné, ce qui n'est pas exactement la même chose, je le dis au passage, on est concerné lorsqu'on commence à s'intéresser, lorsqu'on suit l'actualité municipale, lorsqu'on suit l'évolution d'un projet, lorsqu'on suit sa réalisation, on est impliqué, et ça on le sent très fort de plus en plus nous sur le territoire, lorsqu'on fait partie du processus de décision, vous en avez parlé juste avant, lorsqu'on commence à co-construire des projets. Et nous, très clairement, en tant que responsable politique, Loïc a raison de nous bousculer un peu, il parle des élites, les élites c'est à tous les étages, du niveau local jusqu'au niveau national. Très clairement, nous avons une autre façon d'envisager l'action publique qui s'impose à nous. La première, c'est le devoir de transparence. Alors, il y a plein de choses que l'on fait très bien, qu'on sait faire. Nous savons éditer un bulletin municipal, nous savons organiser une communication Internet, nous savons éventuellement organiser des porte-à-porte. Tout ça, on sait faire. Mais la réalité, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire encore aujourd'hui. C'est permettre, autoriser, garantir que des citoyens se sentent légitimes. Parce qu'on peut créer tous les outils qu'on veut, on peut organiser toutes les concertations. Si des citoyens ne se sentent pas légitimes et, condition additionnelle, n'ont pas la confiance dans les institutions qui organisent cette concertation, on parle en vase clos. Et on discute entre nous et ça ne sert à rien. Donc l'un des enjeux pour nous est de faire en sorte que des citoyens se sentent légitimes à l'action publique et soient complètement en confiance. Alors vous allez me dire comment fait-on, comment procède-t-on pour garantir cette confiance? D'abord, c'est de leur démontrer que les concertations qui ont eu lieu se sont réalisées dans un bon esprit et ont eu des résultats concrets. Donc ici au Havre, on en a organisé une avec l'OGEO Seine-Estuaire. Mathias Livinogger en parlera peut-être certainement dans le quartier d'Applemont, dans les hauteurs du Havre. Nous avons co-construit un morceau de notre ville, le quartier d'Anton, que vous avez découvert pour ceux d'entre vous qui ne sont pas havrais en arrivant à la gare. Et là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris les citoyens au sérieux. Nous n'avons pas baladé les citoyens sur ce qui était possible et ce qui n'était pas possible. Comment nous avons fait, c'est que cette concertation, nous l'avons organisée autour de grands principes qui étaient intangibles. Le nombre de logements, l'équilibre économique de l'opération. Et ça, les citoyens qui participaient à la concertation savaient que bon, c'était un cadre, ce principe il était intangible et tout le reste était discutable. Et donc pour tout le reste, le quartier a été co-construit avec les habitants. Donc devoir de transparence, devoir de confiance, et cette confiance, ça s'installe également encore une fois, je le disais, en prenant les participants complètement au sérieux. Il ne s'agit pas de dire, voilà, vous allez nous dire ce que vous en pensez, et on ne va rien faire après. Les Havrais qui ont participé à cette concertation, ils se sont rendus compte que les projets, ils ont avancé. On en discutait un petit peu avec Aurore tout à l'heure, avec l'écueil que lorsque l'on lance une concertation, eh bien, il y a une très grande activité au début. Il ne se passe rien pendant plusieurs années parfois. Et là, les citoyens nous disent, vous nous avez baladés là. Et non, parce que évidemment, le projet doit être construit avec des architectes et on doit revenir devant les citoyens. Et cette confiance, elle ne s'improvise pas et elle repose aussi sur un élément que Loïc a installé. C'est le dernier point que je voulais vraiment souligner, c'est l'humilité. L'humilité, elle est nécessaire. Et ça, pour le coup, c'est un travail que doit faire l'ensemble des responsables politiques de France et de Navarre, c'est de travailler sur cette humilité. Cette humilité, elle passe par quoi? Elle passe par, de temps en temps, de dire, écoutez, parfois, il faut stopper un projet. Ça a été le cas, le projet que j'évoquais sur Applemont, il était mal parti, parce qu'il était parti sans concertation. Il faut que les responsables d'un projet aient l'humilité, parfois, de dire, écoutez, on stoppe, on s'est planté, on revient. Et parfois, il faut même revenir sur des décisions. On l'a fait récemment au Havre, nous, sur un quartier, sur une prise de décision. Le maire a dit, écoutez, nous nous sommes plantés collectivement, nous revenons sur notre décision. Ce travail d'humilité, il est nécessaire, sans quoi, encore une fois, le travail de confiance n'existe pas et sans confiance, il n'y a pas de concertation. Ah oui, j'en ai été témoin récemment à Nantes où un élu de collectivité locale, enfin même territoriale, a dû revenir
publiquement sur une décision d'un projet qui était considéré comme finalement néfaste pour l'environnement parce qu'il artificialisait trop de terre et pourtant toutes les validations avaient été accordées, mais il n'y avait pas eu assez de concertation. Aurore, c'est ce que vous constatez aussi sur le terrain, cette nécessité de transparence, de confiance. Racontez-nous aussi un petit peu la genèse de Système D. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on pense beaucoup à la question de la participation et la question des outils, des civic tech, mais finalement, on pense qu'il faut un peu prendre du recul et repenser la question générale de pourquoi on fait ça. Et en se posant cette question-là, c'est ainsi qu'on va réimpliquer les citoyens. En réalité, la participation doit être un élément d'une transformation de la démocratie vers une démocratie plus ouverte, qui effectivement se base aussi sur la transparence, l'information, la collaboration et le pouvoir d'agir des citoyens. Et puis moi, je crois vraiment que finalement, pour impliquer les citoyens, il faut répondre à leurs aspirations. Ils nous demandent une démocratie plus ouverte, mais également, il faut répondre à ce sentiment de déconnexion, de défiance profond que les citoyens ont envers les institutions. 80% d'entre eux disent ressentir de la défiance, de la peur, du dégoût. C'est des mots très forts. Donc évidemment, il y a un travail qui doit être fait sur la culture et sur la posture des uns comme des autres. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? La collaboration, ça veut dire travailler dès le départ avec les citoyens et finalement partir de l'existant, partir des dynamiques locales sur les territoires, des sujets vivants sur les territoires. Et donc, grâce à des outils, par exemple, de design thinking, partir du vécu des habitants sur un territoire pour initier la fabrication de la politique publique. Il y a des outils concrets aussi qui peuvent permettre de travailler la posture de la collaboration, comme les outils développés de gouvernance partagée, comme la gestion par consentement ou l'élection sans candidat, pour ceux qui connaissent. Au-delà de la collaboration et du changement de posture des élus, il me semble intéressant aussi de se dire que les citoyens doivent aussi travailler leur posture pour finalement qu'ensemble on prenne des décisions en co-responsabilité les uns avec les autres pour dépasser cette posture infantilisante ou paternaliste que les citoyens ont souvent avec les élus. Maintenant, sur la question de la transparence, donc effectivement, il y a tout l'aspect être transparent sur les processus, ouvrir les données de la collectivité, etc. Et je pense qu'il y a quand même... ça veut dire autre chose. Ça veut dire aussi être capable de partager une réalité commune, entendre une réalité commune, être capable de comprendre la même chose. Et pour favoriser justement une communication, une information fluide, des outils existent. Par exemple, vous pouvez aller voir Acropolis, Vox, Le Drange, Datagora. Ce sont des outils qui permettent finalement aux citoyens de mieux comprendre les politiques publiques, puisque ces outils utilisent le langage courant des citoyens, donc le langage des jeunes, le langage des quartiers, etc. Et enfin, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est finalement que si on veut vraiment renouveler les postures et renouveler la démocratie vers une démocratie plus ouverte, l'élu n'est plus forcément au centre. Et c'est intéressant de se décaler, en fait, de se dire, ok, comment sur ma ville je peux agir, mais aussi je peux laisser agir, et en fait laisser vivre le pouvoir d'agir des habitants, en leur donnant les moyens de s'investir dans des initiatives locales. Et puis aussi, chose peu souvent pensée, comment je donne les moyens aux citoyens de faire vivre une certaine conflictualité féconde sur les citoyens, comment je leur donne les moyens de s'organiser en contre-pouvoir aussi de temps en temps, puisque c'est ça la démocratie, c'est l'équilibre entre pouvoirs, et pour cela il faut aussi permettre à des contre-pouvoirs de vivre, pour faire vivre le débat, et éviter de tomber dans une pensée unique finalement qui tuera le débat public. On peut être, comme chante Brassens, d'accord sur ses désaccords au moins. Absolument. C'est pas moi, c'est Brassens. Hein. L'expérience du chef d'entreprise, Mathias, par rapport à tout ce qu'on a dit là depuis le début. Alors, donc bonjour, moi je suis Mathias Livinoguer, je suis directeur général de Logeo Seine-Estuaire. Donc Logeo Seine-Estuaire, c'est une entreprise sociale qui travaille dans le logement. Et notre métier, nous, c'est de gérer du logement social et d'en construire. Et on intervient sur tout l'axe Seine, du Havre à l'Île-de-France, avec 16 000 logements, ce qui représente à peu près 35 000 habitants. Donc par rapport au sujet d'aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que moi, je suis plutôt un praticien de la concertation.
parce que le sujet de la relation avec les habitants, le sujet de la participation des habitants, pour nous, c'est au cœur de notre métier. Alors, pour une raison évidente, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas un projet immobilier d'envergure sans impliquer les habitants. C'est un élément évident pour d'abord faire un bon projet, et c'est un élément indispensable pour avoir une acceptation des projets. Ceux qui s'aventurent à faire des projets ambitieux sans prendre le temps de la concertation, généralement le payent très cher. Donc c'est déjà une évidence, je dirais pratiquement pragmatique. Au-delà de ça, c'est aussi une conviction. On est très impliqué sur l'habitat participatif, sur l'implication des habitants dans la gestion des logements, et on est convaincu du vivre ensemble que peut aussi générer les dynamiques de participation des habitants. Donc ce sujet-là, c'est un sujet sur lequel on est très mobilisé, et on a effectivement, Florent Saint-Martin l'a rappelé, on a des références importantes, de concertation massive sur plusieurs années à l'échelle de quartier entier, comme on l'a fait au Havre, où là, pendant des années, on travaille avec les habitants, on continue pour, avec la ville, reconfigurer entièrement un quartier sur des démarches extrêmement structurées, extrêmement lourdes. Alors, peut-être par rapport à ce vécu et à ces convictions sur l'importance de la participation des habitants dans le champ de l'habitat, premier constat, c'est que ce n'est pas évident. C'est que l'habitat, l'urbanisme, l'aménagement, c'est quand même des mondes d'experts, et que si on n'est pas très volontariste, c'est assez facile de retomber dans des fausses constatations où finalement il n'y a rien qui est en débat, ou alors éventuellement on laisse en débat des sujets complètement marginaux, mais l'essentiel est déjà tranché par ailleurs. Donc il y a vraiment besoin d'être volontariste pour effectivement faire des concertations qui, comme ça a été évoqué, sont des vraies concertations, transparentes, et où les vrais sujets sont sur la table. Bien évidemment, et ça a été dit, sur le terrain, quand on se lance dans une concertation, il n'y a pas le choix, il faut le faire de façon très professionnelle. Donc ça suppose bien sûr d'avoir une posture qui installe la confiance, donc une posture transparente, une posture où les règles du jeu sont claires, comme l'a dit Florent Saint-Martin. Au début, on dit qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas. On ne confond pas les rôles. Concerter sur un projet immobilier, ça n'est pas donner le stylo aux habitants, c'est faire dialoguer de façon fructueuse des experts et des usagers. Donc il y a des règles du jeu qui sont précises. Et puis on respecte un phasage. Souvent, des concertations échouent parce qu'on n'a pas posé au départ la raison du pourquoi du projet, avant même d'en définir les objectifs. Si on ne se pose pas au départ pour dire c'est quoi la raison d'être de ce projet, c'est quoi l'état des lieux des attentes, des besoins sur un territoire, on part sur des projets, des objectifs, et on a déjà raté le démarrage de la concertation. Donc il y a vraiment un savoir-faire à avoir, et à notre petite échelle, nous on le développe parce que c'est quelque chose qui est vital pour nos projets. Alors, très rapidement. Conclusion, alors, encore une minute, juste pour faire ressortir peut-être un point, toi, qui me frappe beaucoup dans ces démarches-là, au-delà des aspects pratiques. C'est l'enjeu que constitue le fait d'arriver à toucher le public avec lequel on veut se concerter. Alors, bien sûr, il faut être attentif. Il faut multiplier les canaux de concertation possibles. C'est sûr que si on ne travaille que par des grandes réunions plénières, tout le monde n'est pas à l'aise pour s'exprimer devant 150 personnes. Il faut faire des questionnaires, des ateliers, des interviews vidéo, il y a plein de choses à faire. Il faut, quand on fait des réunions, s'assurer qu'on n'aura pas que des retraités, certes très bienveillants, mais qui ont du temps libre et qui sont déjà investis dans la vie associative. Si on veut que les familles viennent, il faut pouvoir s'occuper de proposer une garde pour les enfants. Enfin, il y a des choses très pratiques à faire. Mais ce n'est pas suffisant. Nous, ce qu'on constate, c'est que sur les projets d'envergure, on est obligé de faire un véritable travail de terrain. C'est-à-dire que moi, on paye des collaborateurs ou parfois des prestataires pour aller faire du porte-à-porte pendant des semaines, pour aller convaincre les gens, donc les locataires, les commerces, les acteurs, les associations, de bien vouloir rentrer dans le processus. Et ce travail de porte-à-porte, de recrutement quasiment, est essentiel si on veut avoir une concertation avec une base qui soit représentative, mais il est aussi un peu paradoxal. C'est que finalement, on en est pratiquement à constituer le corps social dont on a besoin pour pouvoir dialoguer avec. Donc ça demande d'être fait avec des enjeux éthiques importants. Mais justement, c'est ce sur quoi je voulais vous interroger, Karl-Heinz Lambert. Comment se fait-il que même quand il y a concertation, j'ai envie de dire à tous les étages,
à l'étage des élus, à l'étage de la collectivité, à l'étage de la population, même quand cette concertation est longue, que tous les processus sont respectés, qu'il y a une espèce de recrutement du corps social, comme le disait à l'instant Mathias Lévy-Noguer, et bien à la fin, il peut y avoir, dans certains cas, quand c'est des grosses infrastructures ou des gros changements dans la vie des gens, un sentiment que le débat n'a pas eu lieu, que tout ça s'est décidé sans nous, et que finalement il n'y a pas eu de concertation. Donc là, pour l'élu que vous êtes, et pour les deux élus que vous êtes avec votre voisin, je me dis, vous devez vous sentir parfois un peu impuissant, un peu désespéré. Il ne faut jamais perdre l'espoir, évidemment, mais quand j'ai le regard à partir de l'Europe sur tout ce qui se passe dans les territoires, je crois qu'avec le dialogue citoyen, il y a 3 pièges à éviter. D'abord, mettez bien le micro pour vous entendre. D'abord, voilà, le dialogue citoyen ne débouche jamais sur des miracles. Deuxième piège, trop nombreux sont ceux qui font du pseudo-dialogue comme alibi pour faire approuver quelque chose qu'ils ont déjà décidé. Et troisième piège, c'est le dialogue citoyen comme créateur nécessaire de déception et de frustration. Pour être concret, je vous citerai un exemple de ce dernier genre. Peut-être vous vous souvenez toutes et tous du grand élan européen créé par la génialité de nos chefs d'État et de gouvernement en 2017, qui avait annoncé les grands dialogues citoyens à travers l'Europe en vue du grand sommet de décembre 2018. Alors, il y a eu partout dans tous les pays des activités, chacun a fait ça à sa manière, et puis il y avait des résultats. Et puis, il y a eu le sommet de décembre 2018. Alors, je vous dis une chose, si vous faites lire à quiconque ayant participé à ces dialogues citoyens à travers l'Europe les conclusions de ce sommet et la phrase et demie qui est reprise des dialogues, il va être eurosceptique pour toujours. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je m'étais permis, fin de l'année dernière, avec mon collègue président du Comité économique et social de l'Union européenne, de faire un appel conjoint sous forme de ce qu'on comprend le mieux en Europe, c'est un non-paper, de dire qu'il faut un processus de consultation citoyenne, mais permanent et dans la durée. Alors, il y a pour moi 3 moments critiques et qui déterminent finalement la réussite. Premier aspect, il faut bien choisir le sujet. Il faut réfléchir à 2 fois. Soit on fait un cercle de brainstorming, ça c'est autre chose, ou on veut vraiment mener une procédure vers un résultat. Alors l'essentiel, c'est de poser la bonne question. Deuxième préalable, c'est de bien choisir ceux qui participent. Il faut qu'on comprenne, choisir, ça ne veut pas dire aller prendre ceux qu'on aime bien et laisser de côté ceux qu'on n'aime pas. Non, il faut des systèmes objectifs et il y a un grand savoir en Europe dans les institutions universitaires et des fondations sur le système du tirage au sort qui est extrêmement compliqué quand on entre dans le détail. Mais il est indispensable qu'on l'applique parce que sinon vous n'avez spontanément à ce genre de dialogue que ceux qui sont déjà convaincus, ceux qui sont les perpétuels rouspéteurs qui viennent parce qu'ils veulent bien faire la bagarre, mais tous ceux qui finalement sont le citoyen normal, il ne vient pas spontanément. Donc là, c'est très important. Et troisième et dernier et plus important des éléments, c'est organiser professionnellement le suivi et le faire honnêtement. Et le suivi, c'est quelque chose qui décide finalement du résultat, qui décide aussi du lien entre la démocratie délibérative et la démocratie parlementaire. Et là, il faut vraiment mettre le paquet sur cette question, rendre ceux qui ont fait le dialogue en rapport avec ceux qui décideront et ne pas s'arrêter à la première difficulté et surtout pas essayer d'arriver d'une façon ou d'une autre à mettre les choses
dans la poubelle de l'histoire si ça ne plaît pas à l'un ou l'autre politicien. Donc là, c'est vraiment le moment névralgique. Et là, il faut une sincérité, un courage et aussi parfois la décision, comme vous l'avez dit, mais on s'est trompé, on fait autre chose. Est-ce que c'est le meilleur moyen, Aurore, de réconcilier une partie de l'électorat, une partie des citoyennes et des citoyens un peu fâchés avec l'action politique, un peu méfiants vis-à-vis de l'action publique, qui ont par exemple décidé de bouder les urnes plusieurs fois ces dernières années? Est-ce que ce type de consultation citoyenne, ce qu'on range sous le vocable de démocratie participative, c'est le moyen de les réconcilier avec l'action politique? Alors oui, c'est un des moyens. En revanche, si on prend un peu la question dans l'autre sens, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'injonction à la participation. Si les citoyens décident de s'abstenir, une certaine partie d'entre eux le choisissent pour une bonne raison. C'est que finalement, ça doit nous inciter à repenser nos cadres d'action politique, à repenser la manière dont on gère aujourd'hui, on organise la démocratie de manière représentative. Donc voilà, ne tombons pas dans l'injonction à la participation. Et dans cette optique-là, il y a une opportunité qui arrive ces mois prochains, c'est les élections municipales de 2020. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant de voir aussi comment les citoyens s'emparent de cette opportunité-là pour réinventer la manière dont on organise les institutions, notamment en créant des listes citoyennes participatives. Je vous invite à regarder ce mouvement. Il y en a une centaine qui se montent partout en France. Et vraiment, la croissance de ce mouvement est assez impressionnante par rapport à 2014. Et donc, pour aller vite, il y a 3-4 critères fondamentaux pour définir une liste citoyenne participative. Un, c'est une liste qui co-construit entièrement le programme avec les habitants, donc il n'y a pas un programme prédéfini, il n'y a pas d'étiquette politique, pas de parti politique à la base. La tête de liste n'est pas prédéfinie en avance, elle est élue par une élection sans candidat. Et puis ensuite, voilà, en général, c'est des listes qui s'inscrivent dans un mouvement de transition de société plutôt écologique, social et économique. Et donc, finalement, le fait de se dire, OK, les citoyens peuvent vraiment reprendre les clés de la municipalité, ça doit nous inviter à remettre en question aussi la manière dont on implique d'habitude les citoyens dans les politiques publiques. Loïc, liste citoyenne participative, on a évoqué le tirage au sort des citoyens à l'instant, là on est vraiment dans votre jardin là. Absolument, oui. Je pense que la chance de la période actuelle, c'est que tout un ensemble d'acteurs ont compris qu'on n'avait plus le choix et qu'il fallait sortir d'une forme de statu quo institutionnel qui ne fonctionne plus du tout. C'est-à-dire que la démocratie représentative fondée exclusivement sur l'élection ne fonctionne plus et c'est une évidence. C'est-à-dire qu'elle crée effectivement beaucoup de défiance chez les citoyens qui n'adhèrent plus au principe même de la représentation. C'est-à-dire l'idée que quelqu'un que j'ai désigné a le droit de parler en mon nom et sans moi pendant 5 ans, c'est quelque chose qui n'est plus supportable et qui n'est plus accepté par les citoyens. Donc il y a effectivement une sorte de transformation culturelle, voire même anthropologique, qui est fondamentale et qu'il faut prendre en charge. Et donc il est nécessaire de réinventer ou de redécouvrir le tirage au sort. C'est typiquement une procédure qui était considérée comme éminemment démocratique à Athènes, mais aussi jusqu'au XVIe siècle, et qui a été complètement refoulé en disant non, le tirage au sort, ça ne fonctionne pas dans les pays de grande taille, on va lui substituer l'élection. Mais l'élection, ça ne marche plus. Un maire, aujourd'hui, dans une ville française de banlieue, est élu par 10%. C'est-à-dire qu'il y a 10% de la population adulte de la ville qui a voté pour lui. Comment peut-il revendiquer une légitimité exclusive? Il doit faire avec les citoyens et il doit réinventer le processus même de représentation. Et puis dernier point, parmi les mouvements de fond,
Et Aurore a raison d'insister sur ce mouvement municipaliste qui ne dit pas encore son nom. Il y a la prise de conscience en fait que l'échelle de l'État-nation n'est pas sans doute l'échelle la plus efficace pour changer nos sociétés et faire en sorte qu'elles affrontent ce qui est en train d'arriver et qui menace nos démocraties autant que nos conditions de vie et nos économies. Est-ce qu'avec la crise environnementale qui est là, avec la menace de l'effondrement, on va pouvoir continuer à se gouverner démocratiquement très longtemps? C'est pas sûr du tout. Donc il faut préparer cet effondrement qui vient, et l'une des manières de le faire, c'est de réorganiser le pouvoir, la vie à l'échelle municipale. Il y a un processus de relocalisation de nos systèmes politiques qui est tout à fait intéressant à observer, et le mouvement municipaliste tel qu'il a été théorisé par certains auteurs comme Murray Bookchin et tel qu'il est pratiqué aujourd'hui en Espagne et qui va peut-être l'être en France, est peut-être un des horizons possibles de nos démocraties. Simplement, il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr qu'on ne puisse compter que sur ce mouvement local. Et voilà, il va falloir aussi repenser les institutions à l'échelle nationale. Alors, je voudrais le point de vue de Florence Saint-Martin sur ce sujet. Vous vous sentez, vous accueillez avec bienveillance ce mouvement citoyen, ou vous vous sentez mis en danger par lui? En tout cas, remis en question en permanence. Très clairement, parce que c'est délicat. J'écoutais avec beaucoup d'attention Loïc. À la fois, les citoyens, effectivement, ont une perception de l'élection aujourd'hui qui est complètement démonétisée. Et pourtant, au niveau local, moi, je suis adjoint au maire, je suis vice-président d'une communauté urbaine, j'accompagne le maire souvent, et même en tant qu'adjoint au maire, on ressent ça. Il y a une volonté en même temps de personnalisation, d'incarnation, pas de personnalisation, d'incarnation de ce qu'est un territoire, de ce qu'il recèle, de son identité et de son ambition, extrêmement forte, extrêmement forte. Donc, vous voyez, c'était assez paradoxal parce que seule l'élection, finalement, c'est quand même l'élection qui permet cette personnification, cette incarnation. Mais ce que je ressens très fort, et nous, notre obsession, en tant que responsables politiques locaux, je pense que c'est la vôtre aussi, c'est que des citoyens qui veulent être concernés et plus encore impliqués, notre obsession, c'est qu'ils puissent le faire. Et ça, croyez-moi, c'est un combat de tous les instants. Pourquoi? Parce que mon obsession, c'est que quelqu'un qui veut co-construire puisse avoir les outils pour co-construire. Quelqu'un qui veut créer un projet, mettre en place un projet qui n'est pas forcément, qui n'a même pas été envisagé par la municipalité ou personne d'autre, puisse le faire, et que la municipalité soit en accompagnement, en apport d'expertise, en mettant les gens autour de la table. Donc en réalité, les élus, vous avez raison, Aurore, nous devons nous réinventer dans la mesure où nous avons toujours ce rôle d'écrire un projet pour notre territoire, d'écrire l'histoire du territoire, de la proposer, et en partie de l'incarner si ça marche bien, mais aussi d'être ce créateur d'un écosystème qui permet le plus possible, mais vraiment de créer cet écosystème qui permet le degré de confiance suffisant, le degré d'implication suffisante pour que tout le monde se sente légitime à agir. Et ce n'est pas parce qu'un projet n'a pas été pensé par la municipalité qu'il est illégitime. Au contraire, mais ça c'est l'humilité dont les acteurs publics doivent faire preuve, et on doit s'organiser pour le faire. Mathias Lévy-Noguer, puis on va s'arrêter là ensuite. Juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai que nous, quand on lance une concertation sur un quartier ou une opération urbaine, on touche à la ville. On touche à la ville. Et on se donne les moyens, je l'ai expliqué, pour toucher le plus possible les habitants concernés par notre concertation. Mais ce qui est certain pour nous, en tout cas, c'est qu'il n'y a rien de possible comme concertation si on n'est pas dans un jeu à trois. Il y a les habitants, il y a nous, et il y a la ville. Enfin, il y a l'autorité politique légitime et détentrice de la légitimité politique sur la ville. Et c'est ce jeu à trois qui fait qu'une concertation marche. En tout cas, sur Le Havre, nous, on ne peut que se féliciter de la façon dont ça se passe. Mais au-delà de ça, c'est un jeu qui est subtil parce que les règles du jeu ne sont pas écrites à l'avance. Ça suppose beaucoup d'intelligence et de confiance aussi. Mais c'est vraiment ce jeu à trois qui fait qu'une concertation fonctionne, je pense, sur le terrain.
Karl-Heinz Lambert, un mot de conclusion, mais assez court, puisque vous revenez de toute façon tout à l'heure. Et j'ai aussi l'œil sur, sur le décompte. Le décompte. Je serai extrêmement bref. Au temps où nous vivons, la relation entre le décideur politique et les citoyens doit complètement se réinventer. Ça va changer. Revenons à Athènes, mais ne limitons pas la participation uniquement aux hommes et y incluant aussi les femmes et les esclaves qui n'étaient pas concernés à Athènes. Trouvons le moyen de rendre tout le monde plus responsable. Mais acceptons aussi que ça reste conflictuel. Gouverner, c'est autre chose que de suivre ce que le sondage d'opinion du matin a dit. C'est prendre ses responsabilités et ça le restera. Merci beaucoup pour ce mot de conclusion.